Antinois, Antinoises. Comme vous le savez sans doute, le projet Été solidaire a été modifié cette année, suite aux mesures sanitaires imposées par la crise Covid-19. Nous allons découvrir un petit film réalisé par 6 jeunes de notre commune, partis à la rencontre de personnes ancrées dans le paysage depuis de nombreuses années. Un reportage qui vous propose le regard des jeunes d'aujourd'hui sur votre village, hier et maintenant. Passez un agréable moment. Je vous rends l'antenne, à vous les studios. Oui. Et donc Hakim va être là, tu regardes Hakim. Je fais un deuxième point de vue. C'est moi le journaliste cette fois-ci. Ça va changer. Bon, alors après une semaine d'expérience, tu as rencontré plein de personnes. Est-ce que tu imaginais leur vie comme... Enfin, tu avais déjà des contacts avec des personnes âgées. Oui. Mais est-ce que tu as appris quelque chose cette semaine sur la vie à Antine avant? Ben oui, je connaissais déjà pas mal de choses sur le village, mais je pensais pas qu'il y avait autant de choses avant en fait par rapport à aujourd'hui. Autant de, par exemple, le cinéma ou quoi, j'étais pas au courant, ou des choses comme ça. À cette époque-là, en tout cas dans les années 50, il y avait certainement, je ne sais plus, mais au moins une quinzaine de magasins entiers d'épicerie. Il y avait le bien-être, je crois, un petit restaurant marocain, vous voyez. Des magasins, il y avait chez Champon, il y avait le bien-être. Il y avait chez Tiou. Chez Tiou, je ne sais pas si vous avez connu ça. Chez Tiou, on vend de tout. C'est un petit bazar. Le petit bazar. Elle a commencé en 1945 et elle est décédée en 70-90. Alors le magasin a été fermé. Il fallait aider les parents dans le ménage. Et puis il fallait aider les parents. Hein, oui, surtout au magasin qui était toujours... au magasin, maman était toujours derrière son comptoir. Vous vous rendez compte, pendant 45 ans? Ah, c'était une commerçante. Jusque presque, oui. Presque 85 ans. Et maman... Il n'y a jamais de fermeture. Jamais. À 9h30, on allait chercher. Je me rappelle d'être allé chercher des tranches de jambon à 9h30. Et on ne glissait pas dessous la porte. Tu payerais demain, hein, Mariette. Je payerai demain. Hein, c'était porte ouverte tout le temps. Ah oui, maman. Et j'étais une commerçante comme ça. C'était convivial. Oh là, c'était convivial. Ce qu'il y avait en tête, c'était beaucoup de petits magasins. Je dirais bien que chaque rue avait son magasin. Si pas, par exemple, la rue du Centre avait 2-3 magasins. Il y avait 3-4 boulangeries. Mais on pouvait, par exemple, on décide de faire des tartes et tout ça, on portait les fruits. Et vous y alliez souvent? Quand il y avait une fête, disons Noël, Pâques, la fête, il y avait 2 fêtes locales, donc ici à Antine. Il y avait donc la fête du mois de juin et la fête du mois de septembre. Hein? À ce moment-là, on s'en réjouissait d'être à la fête. C'était quelque chose, c'était un événement la fête locale. On en parlait, et bon, il y avait la fête à Villain, il y avait la fête à Antine, il y avait la fête à Oudy, à Villers-Autour, à Limon et à Tavier. Hein, dans tous les petits villages, il y avait la fête. Hein. On se réjouissait de voir arriver les carousels. Et les scooters de mes grands-parents. Et les scooters de ses grands-parents. Il y avait les scooters aussi. Voici le gagnant, mesdames. Le mardi, on disait qu'on faisait cramignon, c'est-à-dire que c'était se masquer et boire un verre. Dans des maisons, on savait bien telle et telle maison, les magasins. Et c'était à cette époque-là que c'était toujours du bec et donc on buvait. Mon papa, c'était un ancien forain. Et mes grands-parents faisaient des tournées dans tous les villages avec l'autoscoter.
Et ma grand-mère a arrêté en 56. Oui, parce qu'elle était veuve et on n'avait plus l'âge de faire des fêtes, enfin, des fêtes foraines. Justement, dans la convivialité. Donc il n'avait pas de Les gens se voyaient beaucoup plus souvent et ils n'avaient pas de raison nécessaire pour se voir. Ils se voyaient quand ils se rencontraient. Il n'y avait pas comment dire, de fête où on était spécialement invité, tout le monde y allait et tout le monde se voyait. Tandis que maintenant, on est plus à contacter les personnes avant d'y aller. Tandis que là, ils découvraient sur le moment. Et vous faisiez quoi à ce temps-là pour vous occuper ici? On sortait, on allait au bal, on après les filles. Comme tout le monde. Et il y avait plus de fêtes avant que C'est ça, la société était à mon sens très différente, dans le sens que toutes les générations sortaient ensemble. Quand vous alliez, le vendredi c'était simple, on recevait ce qu'on appelle les annonces de l'ourte. Oui. Et là vous aviez toutes les fêtes, tous les bals qui se faisaient le samedi en général. Et là on se retrouvait à la coupole et puis on disait où va-t-on aujourd'hui? Et puis on allait à droite, à gauche, mais toujours dans la région en général. Et à ce moment-là, on faisait un cortège de chars avec des chevaux, tout ça. Évidemment, c'était la guindaille. C'était Antime, alors, hein, les gens d'Antime. Et après, il y avait pas ici, évidemment, il y avait pas, hein, bien entendu. Hein. ça a changé maintenant. Oh, ben, allez, une fille maintenant, les balles, ça n'existe plus. Ouais. Même les choses, les surprises parties, c'est fini aussi, tout ça. Est-ce qu'il y a encore des balles? Je me suis en train de me demander. Est-ce qu'il y a encore des soirées dansantes? Je suis bien à notre période, je crois que les filles sont plus libérées. Enfin, on a plus de liberté, je pense, aujourd'hui que par exemple à cette époque. Par exemple, ils n'étaient pas en primaire avec les filles, c'était des écoles mixtes à l'époque. Non, justement. Ah oui, désolé, qui n'était pas mixte du coup. Et ouais, je pense que pour ça, de ce côté-là, je ne les envie pas.
Moi, j'ai fait des études donc, primaires à l'école Saint-Maximin, donc l'école catholique. Voilà. C'était à l'école, je veux dire, les professeurs, c'était comment? Vous aviez plus de punitions qu'aujourd'hui? Quand je suis arrivé en 51, j'ai eu un instituteur qui était assez brutal. D'ailleurs, on a dû le déplacer. Ah. Donc c'est de dire que c'était brutal. Et j'étais souvent premier de classe, donc ce n'est pas moi qui ai souffert le plus. Mais j'en ai vu qui ont souffert beaucoup. C'est-à-dire que même avant, si on veut parler primaire ici à Tavier, parce que c'était un petit peu bizarre, il y avait l'école communale et l'école catholique, l'école des sœurs, quoi. Les filles devaient aller à l'école des sœurs, enfin l'école catholique, et les garçons devaient aller à l'école communale. On ne pouvait pas mélanger. C'était pas mixte. Ça c'est un petit peu bizarre, mais qu'on soit de n'importe quelle chose catholique ou pas, il fallait aller à l'école catholique et tout le monde, les autres devaient aller à l'école, les garçons devaient aller à l'école communale. Voilà. Et au niveau des études, elles avaient assez de choix, les filles? Elle avait couture en plus, voilà. Qu'elle avait en plus, voilà. Nous, les garçons, on n'avait pas grand-chose. Et puis alors, bon, je suis parti, je suis allé à Oufert, alors là c'était une école d'agriculture, là c'était tout à fait différent. Hein, c'était quand même encore uniquement les garçons à l'école d'agriculture et les filles chez les sœurs. De l'autre côté, c'était pas encore mélangé en 60, enfin en 57, je suis allé en 57. Quand je suis sorti, je ne sais pas s'ils n'ont pas dû, dans les années 60, commencer à faire mix alors, hein, mais pas à mon époque. C'était assez strict à l'école. Oui, très strict. Autre chose que maintenant. Surtout en primaire. Après, quand on a quand même 12, 13, 14 ans, c'est plus du tout la même chose. Mais si, à l'école primaire, c'était très strict. Personnellement, à la maison, j'aide quand même pour les tâches ménagères ou que des petits trucs comme ça pour faire, mais on a moins à faire, quoi. Donc la vie était plus dure à l'époque. Ouais. Ok. Il y a beaucoup de choses qui ont facilité avec les technologies, comme on dit, bah, comment, enfin, je veux pas faire plus vieil homme, mais qui devait laver le linge, aller chercher l'eau et tout, comme il disait, ici, ils n'avaient pas l'eau au robinet. Vous expliquer, donc c'était déjà beaucoup plus facile d'aller chercher l'eau dans un puits ou des choses comme ça. L'électricité, c'est tout de suite après la guerre, hein. Papa toujours. Ouais, non? Et le chauffage, du coup? Comment non, ça se passait pour le chauffage? Charbon. Charbon. Bois. Bois. De coquerelles. Ouais, fatalement, il y avait les mines avant, donc on en avait beaucoup, du charbon. Ben, par exemple, moi je sais bien que mon grand-père, par exemple, lui, il a toujours eu une voiture, parce que lui, il était de la ville, mais que ici, ben, c'est pas automatique, hein. Les gens n'avaient pas la télévision. C'était même monsieur, je crois que c'était monsieur Ferron qui m'a expliqué qu'il n'avait pas d'électricité là d'où il venait, et ni même d'eau courante. Enfin, non, c'était plutôt de l'eau courante, pas d'électricité. Déjà, je pense qu'ils avaient quand même un peu. Mais ouais, ils n'avaient pas d'eau courante et ils devaient aller à la rivière. J'ai oublié ce qu'il m'a dit précisément. Mais ouais, c'est vrai que ça change
du plaisir actuel qu'on a en ce moment? Difficile, je sais pas, parce qu'il y a autant de difficultés, mais c'est pas les mêmes, quoi. Donc ils en avaient aussi, mais nous on en a aussi, maintenant c'est pas les mêmes. Eux c'était plus des difficultés de travail, etc. Il travaillait 8 heures et il devait faire ça depuis tout. Ce qui m'a marqué, c'est qu'il a aussi travaillé très tôt, à 14 ans. Et tandis que nous, on peut commencer beaucoup plus tard. Et donc toute sa vie, il l'a passé à travailler d'arrache-pied. Et aussi, avec beaucoup de travaux, enfin il n'y avait que ça, des travaux manuels. À quel âge avez-vous commencé à travailler? À 14 ans. Ah, c'est tout. Eh oui, c'était l'époque. Et c'était où? À la Merbeuse-Primont. La carrière juste ici derrière. Oui, et qu'est-ce qui vous a poussé à faire ce métier? C'est-à-dire, je suis allé, après mon école primaire, je suis allé 2 ans à l'école de mécanique. Mes parents étaient âgés et je me suis aperçu qu'ils avaient très difficile. Il fallait payer les déplacements, donc l'autobus et tout ça. Et j'ai décidé de m'inscrire à la carrière comme apprenti tailleur de pierre. Bonne initiative. Et par quoi avez-vous commencé votre travail? C'est-à-dire, à ce moment-là, on nous mettait un gros morceau de pierre, oui. Et alors on travaillait des semaines et des semaines dessus. Avec une pointe, on l'égalisait d'un côté, et puis il fallait retourner la pierre, égaliser. Mais ça a duré des semaines. Donc c'était de petits granules, la pierre bleue, comme on surnomme. Et donc le métier, a-t-il évolué au fil de votre travail? Oui, c'est-à-dire que l'apprentissage, ça durait 3 ans. Mais après cette pierre-là, on a commencé à faire d'autres pierres. Par exemple, les moellons du mur, là, c'est moi qui les ai faits. Mais ce pierre-là aussi, mais alors des seuils et tout ça, mais qui était beaucoup plus façonné parce qu'on employait beaucoup plus la pierre pour bâtir. Il y avait des seuils de fenêtres, d'entrée, mais il y avait une épaisseur, 15-18 d'épaisseur, que maintenant, donc, on met des petits seuils comme ça. C'est des grosses pierres, comme je vois. Oui. Enfin, c'était ce qu'ils appelaient, parce qu'il fallait scier l'extraction qu'on faisait des trous, donc, des grosses pierres. Et alors ça, c'était les déchets. Ils n'avaient qu'un côté scié, donc c'est tout déchet, en fait. Quand j'ai commencé, il y avait plus de 100 ouvriers quand même. Ah oui, quand même. Et les apprentis, on était une bonne douzaine. C'était un monsieur, c'était un contremaître qui avait eu un accident et que, quand il a été plus ou moins guéri, qui a appris les jeunes tailleurs de pierre. Très bien, c'est intéressant. Et à ce moment-là, donc, on faisait 8 heures par jour, 6 jours à 8 heures. Oui. Donc le dimanche, vous aviez un congé? Oui, le dimanche. Donc pouvez-vous nous parler des vagues d'immigration et comment les immigrés se sont intégrés? Très bien. Les premiers, donc ça a été les Italiens en 1946. Oui. Et ce qui est drôle, ils savaient le wallon parce que les anciens ne parlaient que le wallon, comme nous autres aussi. On sortait des écoles, donc on ne savait pas le wallon, et tout était dit en wallon. Ceux qui nous apprenaient, tous les anciens ouvriers. Non, les Italiens, c'est-à-dire que les Belges avaient des carrières de marbre blanc en Toscane. Et ils viennent tous de la même commune, de Seravezza. Mais il n'a pas eu de problème, aucun problème. Et donc maintenant, parlons de la vie en Antine en général. Comment était votre vie d'adolescent vers votre vingtaine? C'était beaucoup plus agréable que maintenant. Que faisiez-vous par exemple? C'est-à-dire que les gens, je trouve que maintenant on était égoïste bien souvent et qu'à ce moment-là, c'était pas du tout la même chose, enfin. C'était plus dans le partage? Oui, certainement. Il y avait plus de gentillesse.
En plus, tout le monde se connaissait. Le village s'est quand même agrandi depuis les années. Hein. Ah ouais, c'était plus convivial. Oui, beaucoup plus convivial. Et comment voyagez-vous pour aller d'un endroit à un autre? Parce qu'il y avait les moyens de transport, il y en avait beaucoup moins. C'était à vélo, hein. Ah ouais. Parce qu'il y avait des ouvriers de Comblain, d'Ouffet qui venaient travailler à la carrière, non, c'était à vélo. Et voilà, nous autres, bien souvent, il a fallu travailler un petit peu pour qu'on puisse acheter un vélo. Ah ouais. C'était plus difficile. Ça fait un peu drôle maintenant, mais c'était comme ça. Des histoires que ces personnes nous ont racontées, est-ce qu'il y a une histoire particulière qui t'a marqué? Moi, c'est chez Madame Piroton. Je trouve que c'était touchant ce qu'elle disait, et voilà, j'aimais bien. Je voulais savoir aussi comment était votre mari dans la vie de tous les jours. Très, très, très gentil. Beaucoup trop. Donc la vie quotidienne avec lui, ça se passait Très bien. Vous n'auriez pas su, vous n'auriez pas su vous disputer avec lui. C'est pas possible. Et pour lui, c'était quoi? Vous savez me dire ce que c'était une journée type dans son travail, par exemple? Ah, il se levait vers 5 heures du matin. Il préparait son travail. Il faisait, bon, les dessins, donc, c'est 2 demi-planches. Donc, il préparait une demi-planche pour le qu'il faisait par jour, parce qu'il arrêtait vers midi, entre midi et 1 heure, quand il avait fini sa demi-planche. Et puis alors, il bricolait sur ses petits avions, faisait des petits travaux. Mais il allait au terrain de petite aviation. Là. Oui. Et il voyageait beaucoup du coup pour son travail? Oui, c'est-à-dire que pour son travail, oui et non. Même en général. Oui, c'est-à-dire, quand je dis oui et non, c'est parce que il était invité très souvent à l'étranger. C'était ce qu'on appelait des séances de dédicace. Ouais. Et alors, bon, j'en avais plus chaque fois, parce qu'il voulait. On est allé en France, on est allé en Hollande, on est allé au Luxembourg, on est allé en Allemagne, même en Espagne. Et est-ce que vous savez me dire comment est-ce qu'il s'est intéressé au dessin au début? Toujours. Depuis toujours? Depuis toujours. Ces cahiers d'école, d'école primaire, dans les marches, c'était déjà rempli de petits dessins. Oui. Il n'a jamais fait que ça. Dessiner. Sa première histoire est parue dans le journal de La Cité, qu'il avait 19 ans. Il est entré d'abord en... Allez, 55, 56, je ne sais plus moi. C'est avant d'être marié, déjà, il est entré chez Dupuis, aux éditions Dupuis. Alors il a travaillé 5 ans aux éditions Dupuis, il retouchait comment dirais-je, des dessins adaptés aux bonnes grandeurs pour publier. Et puis, après ça, on lui a dit que, comme il était doué pour la BD, on lui a dit que chez Dupuis qu'il devrait se mettre indépendant et faire de la bande dessinée. Il a fait ça et il a continué toute sa vie parce que
c'était ce qu'ils voulaient, quoi. Est-ce que vous vous souvenez de l'inauguration de la rue ici, du nom quand est-ce qu'on a su que la rue allait s'appeler comme ça? Il est mort en 96, c'est en 96. Et il y a eu une inauguration ou oui. ça passait comment? Il y avait, quand ils ont mis la plaque, il y avait certaines personnes de la commune, il y avait des personnes du village. Avec Monsieur René aussi, les théâtres wallons, moi ça me fait bien rire et j'aimais bien comment il s'exprimait et c'était un chouette moment que j'ai passé avec lui. Bon, là c'est en 59, donc c'était M. Evlick à l'époque, le père de Roger Evlick, qui vient de décéder il n'y a pas longtemps. Et il avait refondé une troupe de jeunes. Hein. Ça s'appelait Belle Musique Vocale. Et le rôle ici, je fais un gentleman un peu, comment vais-je dire, je ne sais plus qui chantait ça. Un gentleman un peu noir, une poule dans un bar. Un gentleman un peu noir a une poule dans un bar, offrait champagne et caviar, et on trouverait sa mémoire. C'est ce qui unissait un petit peu le village, parce que bon, il y avait les deux écoles, hein, il y avait l'école communale et l'école catholique. Hein. À part le football et le théâtre, comment vais-je dire, non, il y avait une scission. Je ne veux pas faire de polémique ici, mais il y avait, c'était tel à l'école communale, tel à l'école communale, tel à l'école catholique, tel à l'école catholique. C'est comme ça. Sauf pour servir à la messe, les acolytes, il y avait des acolytes de l'école communale et des acolytes de l'école catholique. Et le football et la normatique, forcément. Alors voilà, le reste, bon, voilà. À ce temps-là, vous alliez à la messe tous les dimanches, c'était pas obligatoire. Donc j'ai fait 6e, 5e et 4e latine. Et je pouvais passer en 3e latine si tu veux, mais j'avais un échec en maths. J'en ai parlé à ta maman, à ton papa aussi. C'était ma faiblesse, c'était les maths. Je passais facilement en latin, en grec, en français, que ce soit n'importe, mais les maths. Et je me souviens très bien, il y avait un prof évidemment, forcément on n'était pas bien vu du prof de maths. Et j'étais en 5e latine, et il vient avec la copie, on avait une questionnaire, une interro, c'est ça. Voilà, j'ai l'interro de Charles. Je lui ai mis un point en pouce, il avait 3 sur 10. Alors là, évidemment, j'aime pas vous dire que c'était pas mon ami, hein, mais pas non plus. Le fait que Antine a rencontré Saint-Tron dans les années 50, c'est quand même exceptionnel. Une équipe qui maintenant est en D1, quoi, tout simplement, et qui est venue ici, que ça fait 4000 spectateurs, c'est quand même grandiose. Oui, alors le club avait une bonne équipe. Hein. En 36-37, nous sommes montés non, 36 je pense. On est monté en 2e provincial pour nous descendre l'année après. Alors bon, pendant la guerre, bon, j'ai été au jouer des matchs pour les prisonniers de guerre, tout ça, pour bénévolat et tout ça. Alors là, l'essor du club a repris vraiment alors en 44-45 à ce moment-là. Et nous avons été, franchement, le club d'Antine était un petit peu, à l'époque, je dis bien, le phare du football condrusien. On est allé en première provinciale, on a failli monter en promotion, parce qu'il y avait peut-être des licences, je n'en sais rien. Hein, à l'époque, on aurait dû monter en promotion. Il fallait trouver un club même de promotion de division 3 qui font 800, 900 entrées. Hein. Ah oui. Alors, vous avez le résultat en 55-56, quand la Coupe de Belgique a été réorganisée donc en 53.
Hein, on a joué contre Saint-Tron, il y avait, je pense, à peu près 4000 spectateurs. 4000. Il y a eu des matchs importants. Ah oui, c'était en Coupe de Belgique. Hein. On a joué contre Saint-Tron. On aurait pu gagner, parce que oui, le Kepper, c'est 1-3, on n'est pas plus 1-3. Mais donc le Kepper n'avait pas dormi la nuit, il a eu deux buts qui nous auraient éventuellement pu arrêter. Mais au deuxième tir, le club dominait. Et alors, à l'époque, si le match se terminait par un match nul, c'était l'équipe qui avait obtenu le plus de corners qui était qualifiée. Et nous menions au corner 7-5. Donc on aurait égalisé, nous étions qualifiés, et on aurait joué contre Berchem, qui était à l'époque un club de division 1. Qu'est-ce que t'en penses? Il fallait me voir danser le Charleston quand j'avais 30 ans à Cano-Calton. Une petite chose pour finir. Ça peut être 20 pieds son rôle, et il y avait un rôle plus ou moins comique. Et ici, qu'est-ce que devant Michoulev, Teuston pour deux pauvres qui s'aidaient sur le bout d'une oreille. Je suis contente de l'avoir vécu pour l'expérience, du fait déjà de rencontrer les personnes. Je pensais pas que ça me plairait autant en fait, parce que je suis pas très du genre à aller vers les gens. Mais oui, je suis fière de moi d'avoir pu faire les interviews aussi. Je suis bien content de m'être engagé dans cette aventure et j'espère que ça continuera. On a appris des choses, comme j'ai expliqué, ils nous ont montré des photos, dit comment ils vivaient avant et c'était intéressant. C'était bien, j'aimais bien moi. Les remercier de ce qu'elles ont fait avant parce que on peut se comparer à elles maintenant et ne plus commettre des erreurs comme on faisait, je sais pas, on fait avant maintenant. Mais... Ouais, chacun espionne l'autre. Ouais. Du coup, plus personne n'est tout seul, on n'a plus de vie privée, donc on n'a plus rien à se raconter parce qu'on sait déjà tout en regardant sur notre téléphone, quoi. Là, ils avaient des choses à se raconter, ce qu'ils avaient fait la journée, ils travaillaient, etc. Maintenant, tout le monde sait déjà. Enfin, je pense en tout cas. Je pense que discuter avec eux, c'était ultra sympa. Et partager, découvrir des choses, c'est ce qui forme la jeunesse, entre guillemets. Et découvrir tout ce genre de... Enfin, leur passé, comment ils vivaient à leur époque. Ça m'a toujours fasciné. Moi, honnêtement, si je pouvais revenir de ces années-là, ça serait avec grand plaisir, quoi, vivre cette époque. Enfin, j'aime bien mon époque, hein. Attention, je me plais pas, mais je pense qu'on était plus direct, on était beaucoup plus social. Et c'est ça, je pense, qui manque peut-être à notre génération, l'aspect social. Même si on a tout, soi-disant, les réseaux sociaux, au final, ça ne remplace pas le fait de se retrouver au village ou même en ville, dans un café, quand on discute avec, par exemple, les plus âgés. Maintenant, bon, à part ses grands-parents qu'on va voir, je ne vais pas commencer à aller parler à un vieux comme ça que je ne connais pas. Maintenant, si, grâce au projet Été solidaire, je pourrais reconnaître peut-être certaines personnes et du coup avoir une discussion avec. Et je trouve que c'est intéressant. L'intégration, tout simplement, c'est ça qui compte. Change them like a channel, blowing lights out like a candle. Gang, turned up off these mollies, my heart busting on my chest. Bitch, like the way I did it, but my blessing, I'm blessed. Cause I got that 30 on me, so you better cut it. Bitch, you wanna fuck a real nigga, cause I'm coming through it. Check, I do it, turned up off these mollies, my heart busting on my chest. Bitch, like the way I did it, but my blessing, I'm blessed. Cause I got that 30 on me, so you better cut it. Bitch, you wanna fuck a real nigga, cause I'm coming through it. Check, I be jumping through it. I flex and finesse. Shout out to my ex, she a fool with her neck. Water hose tech, leave her up wet. Double up in this bitch, you a rookie, I'm a vet. Hold up, no question, no killing, no regression. These hot niggas be flexing, get locked up so fast. Smell like I'm in the sky, and in the foreign Diddy bopping on the drive. Stock, touch my radio and then that blew my high. Silly R. Kelly flow, I believe I can fly. I'm fly in the ceiling fan, double A. I'm the man, follow me on Instagram. I be coolin' with my bands, bitch. I'm also arrogant, fly just like a pelican. Push it is irrelevant, double O president. Tino like an in the field, catch me like an S. No, number 4.
blessing up, blessing up. I got that 30 on me, 30 better cut me. Race you wanna fuck a real nigga, cause I'm trying to do it. I do it. Ouais, bah on a du matériel neuf. C'est bientôt le tournage de Apocalypse Now, si vous voyez ce que je veux dire.